Elle s'appelait Camille Dumas, professeure de littérature dans un lycée privé du centre-ville. Une femme à l'élégance discrète, toujours vêtue de noir ou de beige, belle sans vouloir l'être, et il s'appelait Nathan Delcourt, 19 ans, élève brillant mais effacé, qui écrivait des poèmes tristes dans la marge de ses dissertations, qui restait après les cours pour poser des questions auxquelles il connaissait déjà les réponses, qui la regardait avec cette intensité propre à ceux qui ont trop lu Rimbaud et trop peu vécu, et tout avait commencé par un mot. Une phrase prononcée entre deux piles de copies, une remarque sur Baudelaire glissée dans un regard qui avait duré une seconde de trop, et cette seconde était devenue une minute, puis une heure, puis une nuit entière, car un soir de janvier, alors que la pluie martelait les fenêtres vides du lycée déserté, elle lui avait proposé de rester pour parler, simplement parler, puis il avait frôlé sa main, elle avait reculé et hésité, puis elle avait cédé, et cela n'avait rien d'un fantasme adolescent, ni d'un caprice de femme frustrée, c'était une faille, une brèche dans le mur de leur vie, un instant suspendu où tout ce qu'ils étaient devenait autre chose, et la première fois, dans la salle des archives, à moitié éclairée, elle lui avait dit « ce n'est rien, on oublie », mais ils n'avaient rien oublié, ils y étaient retournés, une fois, deux fois, puis dans sa voiture, puis dans son appartement où elle n'avait jamais emmené personne, et pendant 3 mois, leur monde était devenu ce secret. Ce fil tendu entre deux abîmes, elle qui cachait les marques de sa présence, lui qui effaçait les messages après les avoir lus, elle qui redevenait sévère devant les autres, lui qui jouait l'indifférence, et pourtant tout se voyait dans leur silence, dans la manière dont elle corrigeait ses copies avec trop de soin, dans la manière dont il prononçait Madame Dumas avec une ironie brûlante, et le jour où elle voulut tout arrêter, parce qu'elle sentait que quelque chose dérapait, parce qu'elle se surprenait à le jalouser quand il parlait à d'autres filles, parce qu'elle commençait à rêver de lui sans pouvoir s'arrêter. Ce jour-là, il ne protesta pas, ne cria pas, il la regarda longuement, et dit simplement « Je comprends, mais tu sais, j'ai gardé des messages, des photos aussi. » Et elle avait ri, d'un rire glacé. Croyant à une blague stupide, avant de voir dans ses yeux qu'il ne plaisantait pas, qu'il ne menaçait pas par colère, mais par stratégie, et à cet instant précis, elle comprit qu'elle ne connaissait pas Nathan, qu'elle n'avait jamais connu que le masque qu'il lui avait tendu, et ce n'était plus un élève, c'était un prédateur en devenir, calme, méthodique, qui lui proposa un marché avec le sourire d'un procureur sûr de sa victoire. « Je ne dirai rien, si tu continues, et elle ne dit rien, figée. » Puis elle dit d'accord, comme on signe un aveu, comme on entre dans une cellule sans résistance, et dès lors, ce ne fut plus une histoire, ce fut une prison, chaque rencontre imposée, chaque silence menaçant, chaque mot écrit avec la peur d'être lu par d'autres, car il avait tout gardé, tout archivé, et il n'exigeait rien de plus que ce qu'elle lui avait déjà donné. Mais maintenant, ce n'était plus du désir, c'était du pouvoir, et il le savait, et il en jouait. Parfois il annulait au dernier moment, parfois il lui écrivait en pleine nuit juste pour s'assurer qu'elle obéissait, et parfois, il la regardait en classe, pendant qu'elle faisait cours sur les liaisons dangereuses, avec ce demi-sourire qui disait « je sais ce que tu es vraiment ». Et elle devenait un fantôme, une coquille creuse qui souriait mécaniquement, qui se maquillait pour cacher les nuits blanches, qui buvait un verre de vin de trop en rentrant, seule, toujours seule. Et chaque jour, elle se disait qu'elle allait parler, qu'elle allait tout dire au proviseur, à la police, à sa sœur, à quelqu'un, mais chaque fois, elle pensait aux preuves, au jugement, aux photos, au scandale, à sa carrière, à ses élèves, à la honte dans les yeux de ses collègues, et elle se taisait, encore, jusqu'au jour où il se lassa, non pas d'elle, mais du jeu, où il lui annonça, un matin banal, dans une phrase anodine, « Je vais arrêter, j'ai quelqu'un d'autre maintenant. » Et elle sentit une joie étrange, mêlée de haine, de soulagement, de panique, car il ajouta aussitôt, « Mais je garde tout, au cas où, » et ce au cas où resta suspendu dans son crâne comme une menace éternelle, et il disparut de sa vie comme il était entré, sans fracas, sans adieu, et elle resta seule avec les ruines de ce qu'elle avait été, sans comprendre encore si elle avait été la proie ou la coupable, s'il l'avait piégée ou si elle s'était jetée dans le piège. Et quand les résultats du bac tombèrent, elle vit son nom dans la liste, félicitations du jury, mention très bien, sourire éclatant sur la photo de promotion, et elle se sentit vieillir de 20 ans en une seconde, se sentant absente au monde, comme si elle était morte quelque part entre la première nuit et ce jour de juillet, et puis la rentrée suivante arriva, de nouveaux élèves, de nouveaux regards, mais quelque chose avait changé, en elle, définitivement. Une peur sourde, une paranoïa constante, un silence qu'elle ne pouvait plus briser, et chaque fois qu'un élève la regardait un peu trop, elle détournait les yeux, chaque fois qu'on prononçait le mot relation, elle sentait sa gorge se nouer, et dans son tiroir, au fond de sa salle, il y avait encore une clé USB, glissée un soir d'angoisse, une clé contenant ce qu'elle n'avait jamais osé effacer, ce qu'il lui avait donné en partant, comme un trophée ou une menace passive.
Et parfois, dans ses insomnies, elle ouvrait le dossier, le refermait aussitôt, pleurait sans bruit, puis allait se laver les mains, longuement, comme si elle pouvait effacer l'empreinte de tout cela, mais rien ne s'effaçait, jamais, car elle avait franchi une frontière, et au-delà, il n'y avait ni amour, ni liberté, seulement le silence de Madame Dumas. Mais le silence n'était pas vide, il pesait, il respirait presque, comme une chose vivante tapie dans l'ombre, et avec les mois, il devint un compagnon sinistre, un reflet dans les vitres quand elle se croyait seule, une sensation sur sa nuque quand elle corrigeait ses copies tard le soir dans l'odeur de craie et de feuilles mortes, et il arriva un moment, un soir d'automne précisément, un de ces soirs où le vent semble souffler des souvenirs plutôt que des feuilles, où elle reçut un message. Inconnu, une simple ligne, toujours aussi belle, Madame Dumas, et elle sut, immédiatement, sans besoin d'analyse, que c'était lui, Nathan, réapparu comme les cauchemars d'enfance, plus âgé maintenant, plus libre, peut-être plus dangereux, et pourtant ce message n'avait rien d'explicite, rien de clairement menaçant, il pouvait être ignoré, balayé, supprimé, mais elle ne le fit pas, elle le relut, encore et encore, comme on relit une phrase d'un livre maudit, et dans les jours qui suivirent. D'autres messages arrivèrent, espacés, élégants, toujours signés d'un pseudonyme absurde, Verlaine d'or, Hiver rouge, Justin Lecteur, et chaque mot était un miroir tendu vers elle, lui disant qu'il était toujours là, qu'il n'avait rien oublié, qu'il avait grandi peut-être, mais qu'il n'avait pas pardonné, et alors elle commença à vivre dans l'attente, l'angoisse de la prochaine ligne, du prochain mot, du prochain coup. Car elle savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne demande quelque chose, avant qu'il ne veuille rejouer, recommencer, ou simplement lui faire payer, mais rien ne venait, il écrivait comme un amant absent, parfois drôle, parfois tendre, parfois cruel, et elle lui répondait, oui, elle répondit, une fois, deux fois, d'abord pour gagner du temps. Pour le calmer, puis parce qu'elle se surprenait à attendre ses messages, comme une drogue honteuse, une douleur familière, et bientôt, ce qui n'était que menace se transforma en lien pervers, invisible, un échange de lettres dans un monde qui n'existait plus que pour eux deux, et il lui dit qu'il vivait à Lyon maintenant, qu'il écrivait, qu'il pensait souvent à elle quand il lisait Duras ou Genet, qu'il la rêvait encore, qu'il l'imaginait, seul, dans sa salle de classe grise, à corriger les erreurs des autres pendant que lui créait, écrivait, devenait quelqu'un, et elle le haïssait pour cette arrogance, mais aussi pour cette lucidité, car il avait raison, elle n'était plus qu'une silhouette fonctionnelle, une professeure fatiguée dans un monde qui n'attendait plus rien d'elle, et plus il écrivait, plus elle sentait la frontière se redessiner, bouger, flouter la ligne entre victime et bourreau, car parfois, dans ses messages, il lui rappelait les moments qu'elle avait aimés, les gestes qu'elle avait guidés, les mots qu'elle avait soufflés, et alors elle doutait, de lui, d'elle, de tout, et un jour, il écrivit simplement, « Tu veux que je vienne ?» Et ce fut comme une lame, une fissure ouverte dans la pierre de son quotidien, et elle mit des heures à répondre, puis tapa 3 lettres, oui. Pas par désir, ni par faiblesse, mais parce qu'elle ne supportait plus l'attente, parce qu'elle voulait voir jusqu'où cela irait, ou peut-être parce qu'au fond, elle espérait une fin, quelle qu'elle soit, et il vint, un dimanche, sans prévenir, et frappa à sa porte, et elle ouvrit, tremblante, figée, le cœur bloqué dans sa poitrine, et il était là, plus grand, plus sûr de lui, vêtu simplement, le même regard mais sans innocence, et ils se regardèrent longtemps sans parler. Puis il entra, naturellement, comme s'il revenait chez lui, et ils ne parlèrent pas tout de suite, ils s'assirent, se fixèrent, elle lui servit un verre sans y penser, et il sourit, lentement, comme s'il savait déjà tout ce qui allait suivre, et quand il ouvrit la bouche, ce ne fut pas pour la menacer, ni pour la séduire, mais pour lui dire qu'il avait toujours su qu'elle ne parlerait pas, qu'elle était trop fière pour être une victime, trop lucide pour jouer la morale, et qu'il l'admirait pour ça, vraiment. Et ces mots la blessèrent plus que tout, car c'était vrai, et il ajouta qu'il voulait écrire leur histoire, la vraie, sans phare. Avec son consentement ou sans, peu importait, et à ce moment-là, elle sut que le choix n'existait plus, qu'elle ne pouvait que reprendre le contrôle ou disparaître tout à fait, et alors, dans un geste qu'elle ne comprit pas elle-même, elle se leva, attrapa la clé USB cachée depuis des années dans son tiroir, la posa devant lui, et dit « Prends-la. Mais tu me laisses tranquille. Pour toujours. » Et il la regarda longuement, soupesa l'objet, le fit tourner entre ses doigts, puis sourit encore, ce sourire d'enfant devenu homme, et dit « Ce n'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que tu me lises. » Et il sortit un manuscrit de son sac, relié, propre, intitulé simplement Madame Dumas, et elle sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds, car il avait déjà tout écrit, tout fictionnalisé, tout transformé, leur histoire sublimée, et il lui demanda de le corriger, comme un devoir, comme un dernier lien, et elle refusa d'abord, mais la curiosité fut plus forte, et elle lut,
en une nuit blanche, chaque mot, chaque page, et elle pleura. Pas de honte, mais de vertige, car il avait tout compris, tout dit, tout eu aussi, et au matin, elle l'appela, et dit seulement. Page 47, tu devrais couper le deuxième paragraphe. Il affaiblit l'intensité. Et il comprit alors que le pacte était reformé, mais sur d'autres bases, une forme de complicité morbide, silencieuse, où chacun tenait l'autre par le talent, par la mémoire, par l'abîme partagé. Et les années passèrent, et le livre fut publié, sous pseudonyme, acclamé pour sa noirceur, son intensité, sa tension morale insoutenable, et nul ne sut quelle en était l'ombre portée, l'inspiration vivante, et elle continua d'enseigner, vieillissant lentement. Redevenue invisible, avec une seule copie du livre dans sa bibliothèque, toujours cachée derrière les recueils de poésie, et parfois, en classe, quand elle corrigeait un élève rêveur, elle pensait à Nathan, à cette époque-là, à ce qu'ils avaient fait, détruit, construit, et elle souriait, brièvement, comme on sourit à un cauchemar qui a laissé sa trace, car dans son silence, il y avait désormais autre chose qu'une blessure, il y avait un récit, et c'était au fond tout ce qui lui restait.